argent, je ne reçois pas d'argent du lobby pro-israélien. Mais il a ajouté, imaginez que j'arrive au Sénat et que je fasse un discours émouvant pour expliquer que nous devons prendre nos distances vis-à-vis d'Israël et mieux comprendre la situation des Palestiniens. Je convaincrai peut-être 5 ou 10 sénateurs de voter une motion générale à l'encontre d'Israël, au mieux, mais rien de plus. Et après ça, a-t-il ajouté, je serai fini au Sénat. Plus personne ne voterait dans mon sens si je voulais obtenir quelque chose pour mon État, une loi sur l'éducation, une loi de finances ou un impôt, n'importe quel projet de politique intérieure, sans rien avoir avec Israël. Je serai puni. Je suis sûr que Steve et moi, on ne pourra jamais accéder à un poste à responsabilité au sein du gouvernement américain. Pour vous donner un exemple, Steve était invité à un dîner avec un candidat présidentiel à Harvard. Une semaine après la sortie de l'article, la femme qui avait organisé le dîner est venue voir Steve et elle lui a dit qu'elle était obligée d'annuler son invitation. Parce que l'équipe du candidat en question avait appelé en disant qu'il n'était pas pensable pour un candidat présidentiel de participer à un dîner avec lui. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. Si un homme politique exprimait l'opinion que les États-Unis ne doivent plus soutenir Israël, que se passerait-il à votre avis? Il ne serait pas réélu. C'est presque certain. Il y a peut-être un district ici ou là. Il y a 435 élus à la Chambre des représentants et 100 sénateurs, ce qui fait 535 en tout. Nous avons 52 gouverneurs. Il est tout à fait possible que quelque part, dans un des districts électoraux, on réélise un candidat qui a dit « On devrait abandonner Israël, couper les ponts avec Israël ». Mais c'est assez peu probable. Et je serais surpris qu'il y ait plus de 3 ou 4 districts où ce soit concevable. But we can vote you, and I'm sorry. But I appreciate the friendship. If you will come in Italy, I want to introduce you in a member of a parliament, Italian parliament. I would enjoy that very much. Thank you, sir. Thank you for everything. Friends owe it to friends to be as candid as possible. So let me say that a precipitous American withdrawal from Iraq would be a disaster for the United States and the entire Middle East. A sudden withdrawal of our coalition would dissipate much of the effort that's gone into fighting the global war on terror and result in chaos and mounting danger. And for the sake of our own security, we will not stand by and let it happen. Je dirais que s'il n'y avait pas eu tous ces néoconservateurs à des postes importants au sein de l'administration Bush, Colin Powell n'aurait jamais fait cet exposé scandaleux au début du mois de février 2003, qui a joué un rôle si critique dans le retournement de l'opinion publique américaine. This is an important day for us all as we review the situation with respect to Iraq and its disarmament obligations under UN Security Council Resolution 1441. J'ai été saisi quand je l'ai écouté au Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque fois que je l'avais entendu jusque-là, j'étais en train de courir à droite et à gauche pour changer des choses, discuter des graphiques, etc. Mais là, au Conseil de sécurité, je suis resté assis à regarder Colin Powell faire son exposé. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. As I show you these images, I will try to capture and explain what they mean, what they indicate
to our imagery specialists. Let's look at one. The 4 that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. Je ne serais pas parti en guerre en me fondant là-dessus. C'est ce que je me suis dit. La plupart des images pouvaient être interprétées d'une toute autre façon que la nôtre. As these drawings based on their description show, we know what the fermenters look like. We know what the tanks, pumps, compressors, and other parts look like. And we know a great deal about the platforms on which they are mounted. Je suis sorti du bâtiment des Nations Unies à la fin de l'exposé, ce 5 février, dans l'air froid et vivifiant de New York. Et je me suis dit, c'est totalement raté. Je prenais ça comme un échec personnel, parce que c'est moi qui avais tout préparé. Et puis, 2 ou 3 jours plus tard, après avoir dormi un peu et réfléchi à tout ça, je me suis demandé pourquoi les réactions semblaient finalement assez positives. On n'avait pas persuadé les gens qui étaient farouchement opposés, mais on avait eu un impact, en particulier sur les Américains. Et on avait aussi eu un petit impact sur la communauté internationale, surtout le Royaume-Uni. Et soudain, j'ai compris. C'était Colin Powell qui avait fait cet exposé, et il avait à peu près la même cote de popularité que Mère Teresa. Le peuple américain croyait Colin Powell. Si Colin Powell le disait, c'était forcément vrai. Je me suis senti encore plus mal. L'idée que j'ai eu ma part de responsabilité m'empêche parfois de dormir. The quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoon of dry anthrax. Shut down. So the question you have to ask yourself is if the On ne peut que se demander, puisque les preuves étaient si fragiles, pourquoi Powell a pris la parole pour affirmer sans équivoque que l'Irak avait des armes de destruction massive et représentait une menace imminente. C'est parce qu'il y avait une pression intense à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. Question. Qui exerçait cette pression? Réponse. Les néoconservateurs, presque à eux seuls. Dick Cheney et ses laquais, en particulier Richard Perle et Doug Feist, ont élevé l'art du mensonge à un niveau encore inconnu jusque-là. Le pétrole était-il le dessein principal du président Bush et du vice-président Cheney? Les armes de destruction massive, la défense de la démocratie, je n'y crois pas un instant. Ils n'ont pas fait cette guerre pour instaurer la démocratie. Ils ont invoqué le combat pour la démocratie afin d'apaiser les Américains et de leur donner une raison de soutenir la guerre. Reste à savoir quels étaient les vrais facteurs. Le lobby juif américain, avec notamment l'EPAC, en faisait évidemment partie. Il faudrait être naïf pour penser que ça n'a pas orienté les décisions de sécurité nationale, surtout celles de l'administration Bush. L'EPAC exerce une influence très forte à travers le vice-président Cheney, Elliott Abrams, Paul Wolfowitz et d'autres membres du gouvernement. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue le fait que les Israéliens fournissaient aussi au gouvernement américain des informations indiquant que l'Irak possédait des armes de destruction massive et présentait une menace imminente. Il y a un général israélien, Shlomo Brom, qui a écrit un article là-dessus. Il explique qu'Israël a directement contribué à convaincre les Américains et le reste du monde que l'Irak était une menace imminente. L'Irak n'était pas une menace imminente. Même si Saddam avait eu l'arme nucléaire, il n'aurait rien pu en faire. Mais on ne pouvait pas défendre ce point de vue à l'époque aux États-Unis. Il était très difficile de le soutenir en public et de créer un mouvement. Êtes-vous d'accord avec Mearsheimer et Walt pour dire que le lobby pro-israélien est en partie responsable de la guerre contre l'Irak? Oui, mais je ne l'aurais pas présenté comme eux. Je pense qu'ils sous-estiment certaines idées et qu'ils sous-estiment certaines émotions, si vous voulez. Ils ont une vision très froide et réaliste de la politique. Pour eux, il était totalement fou de déclarer la guerre à l'Irak,
comme pour beaucoup d'entre nous à l'époque. Il y a donc forcément eu des pressions qui expliquent une décision aussi irrationnelle. Et bien sûr, il y en a eu. Mais ils sous-estiment les autres facteurs. L'illusion, par exemple, qu'on pouvait contrôler le pétrole irakien et la région stratégique. Et cette conviction si profondément américaine et qui n'a pas été inventée par le lobby juif, que l'Amérique sait comment doit fonctionner la démocratie, qu'elle est un modèle pour le monde et qu'il est de son devoir moral et de son droit de montrer l'exemple. Tout ça se mélange. Les idéaux, la conviction de l'excellence et des devoirs de l'Amérique, mais aussi le provincialisme américain, l'ignorance du monde extérieur et les pressions israéliennes. La suggestion que le lobby pro-israélien, pour reprendre ces termes, est en fait contrôlé par les Israéliens et qu'il reflète les préférences israéliennes est tout simplement fausse. On peut tout à fait le prouver. Vous ne faites donc pas partie du lobby pro-israélien? Non, je ne fais pas partie d'un lobby pro-israélien. J'ai mes propres idées. J'ai de la sympathie pour Israël, comme la plupart des Américains. Je suis parfaitement capable d'exprimer des critiques à l'égard d'une politique israélienne qui me déplaît. Mais le plus important, c'est que le gouvernement israélien ne façonne pas la pensée des Américains pro-israéliens. Richard Perle répondrait probablement à votre question si vous parveniez à lui faire dire la vérité. Les intérêts d'Israël et ceux de l'Amérique sont identiques. Et donc, si je défends les intérêts d'Israël, je défends les intérêts de l'Amérique. Et moi, en tant que stratégiste, je lui dis, c'est des conneries. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, j'en suis sûr, deux pays dont les intérêts nationaux coïncident tout le temps. C'est impossible. Je ne veux pas me poser en victime, mais quand je viens ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est nous, en Israël, qui en avons payé le prix. Daniel Levy a servi dans l'armée israélienne. Il a été l'un des négociateurs israéliens aux pourparlers de paix de Genève, Oslo II et Tabat. Aujourd'hui, il travaille à Washington et veut faire entendre une autre voix juive. Quelle surprise! Les Juifs américains ont généralement des opinions démocrates, y compris sur le Proche-Orient. Quand on sonde les Juifs américains, ils sont pour le processus de paix, pour l'engagement américain et pour les deux États distincts, tout comme ils étaient favorables aux pourparlers de Genève. Mais les dirigeants institutionnels de la communauté vont dans une toute autre direction, pour leurs propres raisons. Des raisons que je comprends et qui ne sont pas propres à la diaspora des États-Unis, mais qui influent sur la politique de nombreuses diasporas à travers le monde. Il s'agit de mon identité en tant que diaspora, mais aussi de ma culpabilité, de mon rôle politique dans cette nouvelle communauté, etc. Ils ont poussé la politique soi-disant pro-israélienne à Washington dans une direction totalement contraire au bien d'Israël. À cet égard, j'ai en effet l'impression qu'on en paye le prix. Et bien sûr, c'est encore plus flagrant sous l'administration actuelle. L'Amérique a contribué à renforcer le statut de victime d'Israël. Je pense que tout a commencé dans les années 70, quand la communauté afro-américaine a voulu obtenir d'être enfin dédommagée de l'esclavage et des conséquences de l'esclavage en mettant en avant le fait qu'elle était victime de l'histoire. Même si vous n'êtes pas directement responsable, l'histoire
Et vos grands-parents le sont.